Est-ce que vous avez consulté un médecin récemment? Quelle était la cause? Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que vous faites partie de l'engorgement du système? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Chose certaine, manque de médecins de famille en région. Il y a l'Université de Montréal qui essaie de lancer un nouveau programme en médecine familiale pour recruter des médecins en Abitibi-Témiscamingue, dans les Hautes-Laurentides, en Gaspésie. L'objectif, ce serait que dès l'an prochain, une dizaine de médecins de famille de plus dans ces régions, jusqu'à ce qu'on en ait 25 de plus par année. L'objectif, c'est vraiment la rétention des médecins de famille. Docteur Patrick Cossette, doyen de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Alors, ce programme-là vient essayer de pallier à un problème de rétention de médecins de famille. Pourquoi c'est si difficile en région de les attirer? Oui, exactement. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'on forme déjà des médecins de famille dans nos programmes réguliers. En fait, sur 1000 finissants environ au Québec, plus de la moitié vont éventuellement être formés en médecine de famille. Ici, le programme qu'on va offrir à partir de la prochaine rentrée en 2027, c'est vraiment des étudiants en médecine qui vont se commettre dès l'entrée en médecine, pas à la fin de leur externat ou à la fin de leur cours, mais dès l'entrée en médecine, ils vont se commettre pour un programme en médecine de famille. On va leur offrir un programme pour ça et se commettre aussi pour aller se faire former dans une région où il y a plus de manque et où, Mais, effectivement, c'est un peu plus difficile de les recruter. mais Donc, c'est Dr. ça la Cossette, nouveauté du programme Dr. qu'on Cossette, présente. c'est difficile, ça. Quand on entre en médecine, il y en a qui deviennent médecins de famille un peu par dépit parce que leur objectif, c'était d'aller dans une spécialité, par exemple, puis c'est tellement contingenté, les places sont restreintes qu'ils, finalement, ne peuvent pas y aller. Mais de se commettre en début de parcours, il me semble que c'est difficile pour un médecin. Ben, en fait, on fait le pari qu'on va être capable d'attirer des candidats, soit qui viennent des régions, qui ont un intérêt pour les régions. Le programme va s'adresser aussi à des candidats qui sont plus avancés. Vous savez que la moitié des gens qu'on accepte en médecine ont déjà une formation, parfois connecte, comme en physiothérapie, en ergothérapie. Donc, on va mettre dans nos critères d'admission les gens, effectivement, qui sont intéressés par ça et non pas qui vont développer l'intérêt. Donc, ça va faire partie de nos critères d'admission et on va réserver des places pour ça. Mais est-ce qu'il y en a qui ont de l'intérêt? Parce que souvent, ce qu'on entend dans l'actualité, c'est justement pénurie de médecins. Donc, ceux qui se rendent en région, c'est difficile, conditions de travail difficiles. Est-ce que ça peut faire peur à la prochaine génération? Ben, en fait, encore une fois, là, sur 1000 finissants, on a 500 étudiants en médecine qui choisissent la médecine de famille. Est-ce qu'il y a des enjeux d'attractivité? Oui. Est-ce que la répartition régionale est optimale? Non. C'est justement à ça qu'on veut s'adresser. Mais ce problème-là n'est pas unique au Québec. On le voit ailleurs au Canada. Et d'ailleurs, le programme sur lequel on travaille actuellement, qu'on va offrir, est largement inspiré de ce qui se fait à Queens, par exemple, à l'Université Kingston. C'est ce qui se fait aussi à Dalhousie pour aider à pallier au manque de médecins à Cap-Breton. Donc, toutes les provinces canadiennes, même ailleurs dans le monde, on a des enjeux d'attractivité pour certaines régions. Donc, c'est à ça qu'on veut s'attaquer spécifiquement. Mais ce qu'on entend aussi sur le terrain, c'est qu'il y en a des fois qui seraient attirés vers la médecine familiale. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'encore aujourd'hui, parfois, au sein des médecins, c'est vu comme une espèce de sous-catégorie. Quand tu n'as pas de spécialité, c'est moins important, moins noble. Est-ce que ça peut être un frein, justement, à certains médecins de se choisir cette branche-là? Écoutez, ça peut être peut-être la perception, c'est pas mon opinion, c'est pas ce que nous on véhicule non plus comme valeur à la faculté. En fait, on a fait beaucoup pour augmenter l'attractivité, pour exposer les étudiants. Je pense que vous avez raison parce qu'à un moment, c'est une question de modèle de rôle. Par exemple, moi, je suis la génération où on était formé dans les milieux 100% universitaires à Montréal, exposés aux grands spécialistes. Donc, forcément, ça nous inspire, puis on veut suivre les traces de nos mentors. Donc, l'idée avec ce programme-là, mais aussi tous les efforts qu'on a fait les dernières années, c'est d'exposer plus rapidement les étudiants en médecine à la médecine de famille et qu'ils aient des modèles de rôle intéressants. Et on a d'excellents médecins de famille qui sont très valorisés, qui sont évidemment très utiles dans la société. Et c'est ça qu'on veut montrer plutôt à nos étudiants. Vous lancez un programme donc pour former des gens qui s'engagent à travailler dans les régions, mais à vous entendre, j'ai le sentiment qu'on mise beaucoup sur la bonne volonté, puis je nie pas qu'il y en a dans l'univers médical, mais est-ce qu'il y a d'autres instruments? Est-ce qu'il y a des incitatifs financiers? C'est quoi? Qu'est-ce qui aujourd'hui pousse quelqu'un à vouloir aller travailler en Abitibi, en Gaspésie, hormis, je sais pas, la grandeur d'âme? Une famille, là.
Encore une fois, il y a des gens qui viennent de ces régions-là. Il y en a beaucoup qui le font par choix. Effectivement, il existe, vous parlez d'incitatifs, il existe certaines bourses pour la formation, des bourses d'attraction en région. C'est des bourses qui vont être mises à la disponibilité de nos étudiants, de nos étudiantes dans le cadre du programme. C'est des programmes qui sont déjà existants, on les a pas inventés. On est en discussion avec le ministère pour voir si on ne peut pas les bonifier parce que un des enjeux qu'on voit avec nos étudiants, c'est que ça coûte plus cher pour les étudiants qui vont se former dans les régions. Pour différentes raisons, ont un taux d'endettement plus grand que les étudiants qui étudient à Montréal. Peut-être question socio-économique, probablement aussi question d'appartement, de logement. Ils doivent avoir une voiture pour se déplacer. Donc, oui, le volet financier va faire partie des incitatifs et ça fait partie de notre réflexion. Et ces médecins-là, ce que j'entendais aussi, c'est est-ce qu'ils auront accès aux outils nécessaires pour prendre soin des patients? C'était une crainte de certains de se diriger en région éloignée. Moi, je suis originaire de la Côte-Nord, puis je l'ai entendu beaucoup, ça, dans certaines régions. La crainte de « je veux tout faire pour mes patients, mais j'ai pas les outils pour m'aider ». Je pense qu'on a plusieurs outils qui ont été développés à travers les années. Si on prend l'exemple qu'on a appris de la pandémie, on a développé beaucoup plus la télémédecine. C'est un volet qui facilite l'accès. Évidemment, ça n'empêche pas qu'on a besoin parfois que les spécialistes, les médecins doivent se déplacer sur place. Il y a eu beaucoup d'efforts pour les régions pour bonifier les infrastructures, bonifier l'accès aux examens médicaux, à l'imagerie, par exemple. Donc, je suis en train de vous dire que ce problème-là n'existe pas, mais il y a beaucoup d'efforts qui est fait pour pallier à ça. Et moi, je vous dirais, pour l'avoir fait moi-même, moi, j'ai fait le choix d'aller faire de la consultation en Abitibi pendant les premières années de ma pratique. Ça peut être très stimulant, la pratique en région, parce que justement, on doit être plus autonome, on a moins accès à certains spécialistes. Donc, pour certains, c'est un défi et on a des gens qui choisissent de faire ce type de pratique-là. Ça nécessite d'être polyvalent aussi. C'est une superbe qualité. Docteur Patrick Cossette, doyen de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. On vous souhaite une belle journée. Francis, oui. On parlait des patients, parce qu'on cherche des solutions pour désengorger le système. Donc là, on essaie de mettre des programmes en œuvre pour les jeunes. Ailleurs, mais là, c'est les régions éloignées, mais c'est partout. On en parle tout le temps. Plus de médecins, plus de médecins, plus de médecins. Mais dans le système de santé, il y a plusieurs problèmes. Il y en a où on centralise autour du médecin. Ça, ce serait un autre sujet de discussion. Mais il y a aussi les patients. Est-ce que certains patients engorgent justement le système par le fait qu'on consulte pour rien? Toi, tu es allé consulter dans les derniers jours. Ben oui. J'avais un petit pincement dans la poitrine, là, tu sais, rien de grave. Je suis plutôt en santé, je fais du sport, je suis jeune, j'ai aucun antécédent. J'ai chatté avec ChatGPT, je me suis comme autant que possible rationalisé tout ça, mais franchement, ça perdurait. Puis là, j'ai appelé à ma clinique, j'ai la chance d'avoir une médecin de famille, là. Docteur Boulanger, je vous salue. Puis juste petite anecdote, mais ma médecin de famille, elle a comme mon âge, puis elle a fini ses études, puis elle a comme joint, ou en tout cas fondé un groupe de médecine familiale, fait qu'elle avait comme pas de clients, pas de patients. Fait que je me suis vite inscrit, puis j'ai été retenu. Mais ce qui veut dire que moi, je l'ai jusqu'à sa retraite, fait que j'ai un médecin de famille pour les 30 prochaines années. Non, mais tu sais, il y a des gens qui ont un médecin de famille, mais le médecin, il a 62 ans, tu sais, c'est le fun de l'obtenir. Mais... Ou comme moi, plusieurs ont été largués un jour par leur médecin. C'est ça, à un moment donné, le médecin, il part, puis t'en as pas. Bref, j'ai pris rendez-vous, j'avais rendez-vous au 30 juillet. Je suis comme, coudonc, mettons que j'ai un problème cardiaque ou autre, j'ai pas envie d'attendre 2 mois de temps. Fait que j'ai rappelé pour avoir un rendez-vous d'urgence. J'ai vu un autre médecin que ma médecin habituelle. Long story short, je suis rentré là, il m'a pris mon pouls, ma pression, il m'a posé quelques questions et dans les faits, il m'a dit, tu sais, c'est sûr que tu n'as pas un enjeu cardiaque, là, tu sais, c'est peut-être un petit peu d'excitation anxieuse de l'été, tu sais, tous les projets que tu fais. Et rapidement, tu sais, j'ai passé peut-être une douzaine de minutes dans le bureau du médecin, mais j'ai eu le sentiment que j'y faisais perdre son temps. Puis tu sais, je dis ça par respect pour d'autres, tu sais, qui ont des enjeux de santé profonds, graves, mais etc. Mais dans ce cas-ci, tu avais une inquiétude. J'avais une inquiétude, mais c'est juste, avec le diagnostic, je me suis senti niaiseux. Tu sais, puis je sais pas si c'est normal, mais tu sais, je suis allé tellement souvent chez le médecin depuis 1 an avec mes enfants, tu sais, pour des otites, des blessures. Mais t'avais pas le choix. Je dis juste, j'ai l'impression, je suis quand même un citoyen, j'essaie d'être responsable, j'ai l'impression en ce moment, là, depuis 1 an, d'utiliser beaucoup les services de santé publics gratuits qu'on a au Québec. Puis je trouve ça
pas niaiseux parce qu'il y a toujours une motivation, mais je dis juste, si tu regardes ma dernière année, j'ai coûté cher au système. Moi, mais ça, on posera la question à notre prochain invité, mais moi, je crois quand même que dans l'équation, on oublie la responsabilité du patient. Exactement. Parce qu'il y en a beaucoup qui consultent pour pas grand-chose. Dans ton cas, moi, je juge pas que c'est pas grand-chose, ça aurait pu. Mais il y en a beaucoup qui consultent, et je l'ai entendu, des gens qui ont besoin de parler, des gens qui sont seuls. Et attention, des gens qui ne se présentent pas à leur rendez-vous. C'est épouvantable. Ouais. 400 rendez-vous médicaux manqués l'année passée. C'est 30 000 patients à peu près par mois qui se présentent pas à leur rendez-vous. 400 000. Oui, 400 000. Je t'ai dit 400, j'étais comme ça, mais c'est pas beaucoup. 400 000. Ouais. Mais oui. Et donc, c'est fou, 30 000 patients par mois. Je me dis, on veut un médecin, on veut que les gens trouvent un médecin, mais nous-mêmes, comme patients, on n'appelle pas pour annuler un rendez-vous. Nous-mêmes, comme patients, on n'a pas nécessairement les comportements adaptés. Je dis pas que c'est tout le monde, mais c'est quand même 30 000 patients par mois qui se présentent pas à un rendez-vous médical. Donc, la solution, oui, j'imagine qu'il manque de médecins, mais quelque part aussi, il faut que les gens se responsabilisent. Puis après ça, est-ce que c'est d'aller voir un médecin ou c'est d'aller voir un pharmacien ou c'est d'aller dans une clinique sans rendez-vous? Une autre ou une super infirmière. Exactement. Est-ce que c'est ton physio parce que je sais pas c'est quoi ton problème? Je trouve que la notion de responsabilité de tous et chacun, on en parle très peu. Je sais que c'est pas populaire. On est peut-être mal informé là-dessus aussi, Isabelle. Tu sais, moi, à la limite, je sais pas c'est quoi mes alternatives. Fait que j'appelle à cette clinique-là, puis je prendrai... Tu sais, tout ce que tu dis est vrai, mais c'est pas pour dédouaner que le système est malade. Je sais pas, puis tu sais, je suis quand même quelqu'un qui a je sais pas ce que mon pharmacien ou ma super infirmière, tu sais, on dirait que j'ai juste une place où aller, puis c'est sa clinique-là, puis dans les faits, à chaque fois que j'ai un pépin quelconque de santé, je dérange un médecin de famille, tu sais, alors que peut-être, comme tu dis, plusieurs autres professionnels de la santé pourraient me prendre en charge rapidement, à beaucoup moindre coût, puis désengorger le système. Docteur Benoît Epel, médecin de famille, bienvenue à l'émission. Benoît, est-ce que dans le cas de Francis, là, le cas où il vient d'expliquer, il y a une espèce, il y a mal, il y a une espèce de crampe, est-ce qu'il a bien fait de consulter un médecin ou lui fait partie des gens qui ont engorgé le système? Je pense qu'il ne faut pas blâmer les gens de consulter. Moi, je dis toujours aux gens, vaut mieux consulter pour rien que de consulter trop tard ou de consulter alors qu'il fallait consulter. Hein. Des fois, des gens... Parce qu'on voit les deux extrêmes, en fait. Hein. Il y a effectivement des gens qui viennent pour rien, puis il y a des gens qui viennent puis que la semaine d'après sont morts puis qui auraient dû venir avant. Là. Fait que comme les deux extrêmes. Mais globalement, je pense qu'il faut surtout outiller les gens à bien consulter. Hein. On ne peut pas juste dire aux gens « venez pas pour rien », il faut les outiller. Et malheureusement, depuis toujours, notre système de santé tourne beaucoup, beaucoup autour du médecin. Les groupes de médecine de famille, c'est beaucoup de médecins, que grenaille de professionnels, mais c'est essentiellement médical. Vous voyez, cette semaine, je suis à l'hôpital, tout tourne autour du médecin, tout le temps, alors que tout n'est pas dans notre cours. Donc, il faut outiller les patients à bien consulter, puis à leur offrir d'autres alternatives ou les aider à savoir quand est-ce que je consulte ou pas. Mais vous, là, par exemple, dans une journée type, là, grosso modo, les gens viennent vous consulter pour quels problèmes? Les principaux? Bien, c'est sûr qu'en médecine de première ligne, si je parle du cabinet, il y a énormément de santé mentale, énormément de santé mentale, troubles anxieux, dépression, vous m'excuserez, dépression, beaucoup, et ça, c'est pas dans notre cours, beaucoup de problèmes sociaux, hein? Des gens qui se séparent, qui sont pas bien, la solitude, des enfants qui sont pas bien, des ados, qui sont pas des situations comme telles médicales. Mais souvent, il n'y a pas d'autres alternatives, pas de travailleurs sociaux disponibles, des psychologues au public qui sont rares, permettez-moi l'expression comme de la marde de pape. Les psychologues au privé coûtent un prix de fou, les gens n'ont pas toujours des assurances. Donc, beaucoup de santé mentale qui se retrouvent dans le bureau du médecin, qui sont des situations psychosociales, mais dont je n'ai absolument pas les outils à part mes deux oreilles pour écouter les gens et dire ben oui, je comprends. J'entends beaucoup de problèmes musculo-squelettiques, mais évidemment plein d'autres choses, des infections, des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires, il y en a plein d'autres, mais le musculo-squelettique et la santé mentale prend beaucoup de place. Et musculo-squelettique, est-ce qu'on devrait aller voir un physio ou c'est OK d'aller voir un médecin de famille? Bien, souvent, moi, je dis aux gens, je les examine, je fais un diagnostic, puis ma conduite, c'est je pense que ça vaudrait la peine de voir le physio. Parce que le physio, il est super bon pour faire des évaluations musculo-squelettiques plus raffinées que les miennes, qui vont m'aider dans le diagnostic. Mais souvent, là, les gens qui ont besoin de voir le médecin, qui vont réellement avoir une chirurgie ou qui vont être référents en orthopédie, c'est pas la majorité. Alors, toutes les hits, là, les tendinites, les ci, les ça,
pourraient voir un physio en premier, faire un bout de chemin, n'ont pas nécessairement besoin d'une imagerie, pas nécessairement besoin d'une médication, pas nécessairement besoin d'une référence en spécialité ou d'une infiltration, mais je vous dirais que beaucoup pourraient voir un physio. Mais encore là, des physios publics, c'est la même comparaison que tantôt. Puis des physios privés, tout le monde n'a pas 100 piastres, 150 piastres à sortir minimum de sa 100 poche. quelques dollars la demi-heure. C'est comme si le médecin de famille se retrouvait à être le dispatch, finalement. Là. On va le voir quasiment comme un point d'entrée pour qu'il... Moi, des fois, honnêtement, c'est quasiment ça. Je sais ce que j'ai besoin, mais justement, si je vais aller au public, il faut que je passe parce que... Puis c'est là où c'est particulier, parce que encore une fois, moi, j'ai régulièrement l'impression de déranger mon médecin parce que je sais ce que j'ai ou ce que mon enfant a, je sais mais il faut quand même que je prenne rendez-vous, que j'y prenne un 15 minutes. Puis je trouve qu'il y a comme une... Je veux dire, c'est mon côté économiste consultant, mais je trouve ça d'une inefficacité triste à voir parce que je sais qu'il y a des gens véritablement malades ou qui souffrent ou qui ont des enjeux comme de différentes natures qui auraient vraiment besoin de passer du temps avec un médecin. Puis moi, je suis là à dire hey, peux-tu me faire une prise de sang? Ou, tu vois ce que je veux dire? Mais dans le cas de Francis, est-ce qu'il pourrait pas y avoir plus de cliniques sans rendez-vous? Vraiment sans rendez-vous? Pas qu'il faut que tu appelles à 8 heures le premier puis que tu joues du coude. Puis que ça prenne pas 12 heures avant que je vois quelqu'un aussi, idéalement. Là, Oui, il y a deux choses là-dedans. Les GMF devraient servir à ça, dépendant de la grosseur des GMF. Moi, mon GMF, à la grosseur qu'on a, on est ouvert 365 jours par année. Donc, en général, on réussit dans la journée à voir les cas urgents. C'est certain quand j'entends, faut pas que ça prenne 12 heures avant d'être vu, il faut toujours aussi voir la différence entre le médecin de famille en cabinet. Si j'ai vraiment besoin de le voir à l'intérieur de 2 ou 3 heures, peut-être que ta place est à l'urgence. OK? Donc ça, je pense qu'il faut aussi faire la différence. Moi, je travaille à l'hôpital, puis en clinique, mais si tu as besoin de me voir là, maintenant, comme dans la prochaine heure, probablement que je ne vais pas régler ton problème puis que je vais te dire d'aller à l'urgence de toute façon. Parce que j'en vois, moi, des gens qui prennent rendez-vous à la même journée, puis ils arrivent dans le bureau, l'affaire s'affaisser, ils sont en train de faire un ACV ou un infarctus, puis je dis, là, c'est parce qu'il faut aller à l'urgence. Mais okay, justement... donc ça, c'est une chose. Allez-y. Oui, Elisabeth. Non, allez-y. OK, non, mais moi, je me demande, quelqu'un, là, aujourd'hui, qui nous écoute puis qui dit, OK, là, vous nous dites ce qu'il faut pas faire, à quel moment je pourrais aller consulter un médecin? Je sais que les causes des problèmes de santé sont multiples, mais de façon générale, les bons indicateurs. Les bons indicateurs. Tu sais, je pense que de commencer avec de l'auto-soin, tu sais, il y a des affaires, les grandes... Si vous avez accès à d'autres professionnels, je pense qu'il faut commencer par ça. Tu sais, si vous avez peinturé le plafond toute la fin de semaine, là, puis vous avez mal dans l'épaule, là, ça se peut qu'un physio vous aide, là, puis qu'il vous donne des exercices, puis que vous mettiez de la glace, puis que vous preniez 2-3 jours d'anti-inflammatoire. Je pense aux gens qui ont de la gastro. Tu sais, il y a plein d'affaires, là, ces sites Internet des CIS puis des CIUS d'auto-soins, là, genre, j'ai la gastro, qu'est-ce que je fais? Genre, mon enfant fait de la fièvre depuis 24 heures, qu'est-ce que je fais? Ouais. Genre, j'ai un entorse de la cheville, puis je suis capable de marcher dessus, puis qu'est-ce que je fais? Tu sais, il y a le 811, malheureusement, c'est archaïque, ça pourrait être modernisé, puis on pourrait mettre de l'intelligence artificielle là-dedans, mais il y a quand même des guides. ChatGPT, là, j'adhère plus ou moins, là, OK? Mais il y a quand même des choses qui existent, intelligentes, qui pourraient dire au monde, c'est le temps ou c'est pas le temps. Tu sais, on dit toujours, votre enfant en bas de 3 jours de fièvre, présentez-vous pas. Mais il y a encore plein de gens qui disent, minimum 3 jours de fièvre qui mangent plus, puis qu'il soit bleu, là, c'est pas ça, là, mais tu sais, un rhume ordinaire, c'est 3-4 jours de fièvre. Mais il y a combien de gens encore qui viennent après 2 journées de fièvre en disant, depuis hier, il fait de la fièvre, depuis un matin, il tousse, faites quelque chose, docteur. OK, donc ça, il faut faire notre bout de chemin, puis après ça, si on est inquiet, on consulte. Oui, mais ça, je me fais même dire que les gens, parfois, vont dans un cabinet de médecin, puis le médecin dit, c'est correct, vous avez rien, prenez 2 Tylenol, ça va passer, puis les gens se fâchent, ils veulent avoir une prescription. Les gens vont dans le bureau du médecin, ils veulent une pilule, parce qu'ils ont l'impression que c'est ça qui va régler tout. Vous le voyez, ça, là, la volonté d'avoir une pilule pour tout et n'importe quoi. Avec les gens pour les antibiotiques, ils viennent avec des laryngites, c'est viral dans 100% du cas. J'ai perdu la voix il y a 3 jours, regardez. Ben oui, mais get a life, là, attends, comme tout le monde, là, tu sais, il n'y a pas d'antibiotiques, là, tu sais, puis on s'ostine avec le monde, mais c'est inutile, voire même dangereux. Alors, il y a ça aussi, et ce qui peut aussi aider, les gens de plus en plus appellent dans nos GMF, puis on va leur proposer de voir un autre professionnel. Parce que les IPS, les infirmières praticiennes spécialisées, sont super compétentes pour plein de choses. Il ne faut pas dire non. OK, moi, j'ai encore plein de patients qui disent, moi, je veux voir mon docteur, là. Je ne veux pas voir l'infirmière, mais voulez-vous des banalités que l'infirmière est capable de gérer? Oui. Bien, ça n'a pas de sens. Il faut dire, OK, on est en 2026. Ils sont compétents. Il n'y a pas juste le docteur. Non. Les infirmières sont compétentes. Je voudrais...
Ouais, Docteur Eppel, je voudrais revenir sur ChatGPT. Honnêtement, ça m'intéresse, parce que je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui vont être tentés d'aller dans cette direction-là. Puis là, on parle d'aller ou pas chez médecin. J'ai fait, moi, cette démarche-là personnellement. Je suis un utilisateur fréquent de ces plateformes-là. J'ai été impressionné, honnêtement, parce qu'il m'a chicané, parce que je disais, j'ai rendez-vous juste le 30 juillet. Il m'a comme, c'est trop loin, Franck. Il m'a vraiment, c'était comme un bon accompagnement. J'ai des pincements, j'avais le souffle court, etc. Bref, et il m'a donné des petits trucs à faire. J'ai pris mon pouls avec ma Apple Watch. Des niaiseries, mais quand même, j'ai documenté avec l'intelligence artificielle plusieurs de mes symptômes. Il m'a dit, t'as-tu fait du sport? Justement, tu fais-tu des push-ups? Des affaires liées à la poitrine. Et ultimement, j'ai vu, comme je le disais en début de semaine, le docteur, et ce n'était rien, mais vous disiez que vous étiez un peu sceptique de ces outils-là. J'aimerais un peu entendre votre raisonnement, puis je partage probablement votre point de vue, mais simplement, dites-nous, là, ce qui, dans la tête d'un médecin comme vous, c'est quoi notre première réaction quand on pense à ChatGPT, Claude et autres? Ouais. Moi, je l'ai testé, là, puis je le teste des fois. Puis ChatGPT, il peut dire quelque chose, puis à un moment donné, on le fait douter un petit peu, puis là, il change son capot de bord. Donc, ChatGPT, quand moi, je l'ai testé, soit il va souvent dire aux gens, là, il faut vraiment consulter, il faut vraiment éliminer telle affaire, puis c'est pas tout à fait, comme c'est un peu trop vite sa gâchette, ou au contraire, pas assez vite dans certaines circonstances. Fait qu'il est mal gagé pour bien évaluer le patient. Et malheureusement, si on avait, parce que ça existe, des outils d'intelligence artificielle où ChatGPT pourrait un petit peu plus poser des questions pour mieux orienter sa recommandation, ça aiderait probablement. Donc, il ne faut pas le prendre pour du cash, ni quand il est stressé, ni quand il ne l'est pas. Alors, c'est probablement pas le meilleur outil, quoique pas complètement dans le champ, OK? Docteur Mais Eppel, il faut y mettre un petit bémol. On a dépassé le temps, mais je veux prendre 3 secondes d'écart parce qu'on a une réaction de quelqu'un ici qui nous a texté au 187 Cube Radio. Cette personne-là dit qu'elle a un médecin de famille, qu'elle a une méchante grippe depuis 2 semaines, puis que c'est pas son genre d'aller voir le médecin pour rien. Elle a essayé de prendre un rendez-vous sur Santé Québec. Et je reprends ces mots, c'est de la merde. Mon médecin, pas disponible. Mon GMF, pas de place. J'ai même écrit, prête à aller 50 km plus loin, pas de place. Là, je vais devoir aller à l'urgence. Il n'y a pas d'offre dans le sans rendez-vous à mon GMF. Je suis allée à 7 h le matin un dimanche, ça ouvre à 8 h. Bref, la personne, elle écrit en caps lock, ça marche pas. Vous avez raison, ça existe encore, ça. Là. Je peux pas le nier. Malheureusement, il y a des GMF qui sont pas capables de répondre à la demande et c'est très, très malheureux, ceci dit, alors que d'autres répondent très bien. Malheureusement, c'est encore un problème. Il y a des grosseurs, tu sais, il y a des GMF où il y a 30 médecins, là, ils s'organisent super bien. Il y a des GMF qui sont 3 puis ils ont 70 ans chaque, là, puis ils sont moins capables. Tu sais. Fait que il y a des grosseurs de GMF, puis ils n'ont pas toutes la même capacité, puis ils n'ont pas toutes les mêmes obligations d'heures d'ouverture. C'est malheureux, mais effectivement, tous les patients inscrits à un médecin de famille n'ont pas le même service. C'est bien plate. Je ne peux pas rien dire de plus, mais c'est une réalité, malheureusement. Docteur Benoît Eppel, médecin de famille, merci d'être passé à l'émission. On vous libère, on ne voudrait pas engorger le système de santé.